Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter cette session qui s'appelle « 7 changements nécessaires pour sauver vos systèmes d'information décisionnels ». Avant de commencer, je vais commencer par un petit disclaimer. Pourquoi ce disclaimer? Parce qu'on a un processus d'amélioration continue quand on prépare nos sessions. Et les personnes qui m'ont accompagné dans ce processus m'ont tous dit « à la fin de la session, la moitié de la salle vous rate à peau ». Donc pour éviter ça, je préfère commencer par ce petit avertissement. Ça fait bien plus de 10 ans que je travaille sur ce type de sujet, que ce soit en tant que développeur, en tant que chef de projet, directeur de projet, j'ai fait du conseil, j'ai fait des audits. J'aime à penser que je peux parler du sujet avec de bonnes bases. Le ton de cette présentation peut être qualifié de provocateur. C'est sûrement vrai. Après, je pense que c'est autant à ma destination, puisque moi j'ai monté ce type de système pendant des années, qu'à destination des gens qui ont monté ce type de système. Donc maintenant que j'ai mis ma conscience, que j'ai préservé ma conscience, on va pouvoir commencer. Je vais d'abord commencer par vous expliciter ce titre. Donc qu'est-ce qui se cache derrière les différents mots de ce titre? Le premier mot sur lequel je vais faire un petit focus, c'est décisionnel. Pourquoi décisionnel? Comme Julien l'a dit, le décisionnel aujourd'hui, on va associer à tout ce qui est big data, un ensemble de nouvelles technologies, NoSQL. Donc c'est quand même un sujet qui est très important aujourd'hui, d'autant plus important que ça représente un volume important en termes de budget dans nos DSI. Le deuxième mot qui me paraît important, c'est changer. Pourquoi changer? Changer parce que, aujourd'hui, c'est quand même très difficile d'apporter la preuve d'un ROI sur ce type d'architecture. Et changer aussi parce que la notion de satisfaction utilisateur dans ces métiers-là relève un petit peu du mythe urbain. C'est vraiment très difficile de rencontrer des utilisateurs qui sont satisfaits de leur système. Et donc, on a toute cette mouvance big data qui va nous permettre potentiellement de changer. C'est une véritable opportunité. Et enfin, dans le titre, vous avez 7. Donc ça, c'est un choix arbitraire de ma part. L'intérêt de ce chiffre, par contre, c'est que ça fait que la session est assez facile à suivre. On va balayer 7 points. Donc comme ça, j'espère ne perdre personne. Rentrons dans le vif du sujet avec ma première proposition de changement. Ma première proposition de changement, elle se cache derrière s'adapter ou mourir. Ça fait 20 ans. Les fondements de ces architectures, elles ont 20 ans. C'est-à-dire les principes, les patterns qu'on utilise, elles ont 20 ans. Donc on peut souhaiter à ces architectures de vivre aussi longtemps que le mainframe, mais il va être nécessaire de s'adapter. Le mainframe, pour survivre, s'est adapté. Donc il y a une nécessité à s'adapter aux différents changements qu'on a autour de nous. Et s'adapter, ce n'est pas forcément la nouveauté. S'adapter, c'est déjà se poser la question de remettre en cause un ensemble de principes, un ensemble de concepts qui sont peut-être obsolètes aujourd'hui. Je vous propose d'illustrer ça au travers de 2 exemples. Le premier, c'est ce que j'appelle le millefeuille décisionnel. Le millefeuille décisionnel, c'est un ensemble de strates physiques, de stockage de données physiques qui constituent nos architectures décisionnelles. On va retrouver quoi? On va retrouver ce qu'on appelle des staging areas, des ODS éventuellement, une notion de data warehouse, pourquoi pas des zones d'archivage, un data mart ou plusieurs data marts, et voire des cubes qu'on va différencier de nos data marts. Donc tout ça c'est bien beau, mais ça fait des couches qui s'empilent. J'étais chez un client récemment qui n'a pas une très grosse volumétrie de données, mais il avait quand même 150 Tera occupés par son système décisionnel. Et c'était pas parce qu'il avait beaucoup de données, c'était parce qu'il multipliait les environnements, il multipliait les couches, et au final, on était sur une base de 10 à 12 Tera d'utiles. Donc très rapidement, vous vous rendez compte que ça peut gonfler. Alors intéressons-nous avec certaines de ces couches pour savoir, justement, à la lecture d'aujourd'hui, à la lecture de nos problématiques de système d'information, est-ce qu'elles sont encore valables ou pas? La première, c'est l'archivage. Pourquoi on fait encore de l'archivage aujourd'hui? Pourquoi on a fait de l'archivage? On a commencé à archiver les données dans le système décisionnel à partir du moment où le stockage coûtait trop cher. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser garder toutes les données en ligne. Donc à partir d'un moment, on le mettait dans un système offline, un système d'archivage. Ça paraît
un petit peu bizarre quand on y pense, quand on pense décisionnel, quand on pense big data, on voudrait pouvoir lancer des analyses sur le plus gros volume de données possible. Eh bien, en fait, pour des questions de coût de stockage, on n'y est pas parvenu. À tel point que récemment, j'étais chez un télécom qui notamment analyse les tickets de communication, et ce dernier, en gros, tous les trimestres, diminuait un mois d'historique, parce qu'il n'arrivait plus à le garder au sein de son data warehouse. Donc au lieu d'avoir une demande initiale client qui disait je voudrais 2 ans, on va dire, d'analyse des tickets de communication, on en était arrivé à 5 mois. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution aujourd'hui à ça? On part sur les bases d'un stockage qu'on va qualifier de commodities, un stockage pas cher, stockage basé sur du commodities hardware, qui est très souvent associé aux solutions de type Hadoop ou autres. Donc c'est des solutions de stockage pas chères qui vont vous permettre de proposer un système de stockage pas cher et en ligne. Et c'est ça la première chose qui est vraiment intéressant avec les nouveaux paradigmes qui arrivent. Donc la prochaine fois qu'on vous fait une demande pour une historisation ou un stockage à plusieurs années, ne dites pas non tout de suite et intéressez-vous à ce type de solution. Deuxième couche que je vous propose de regarder, c'est celle qui est là-haut, le data mart. Alors pourquoi on a fait des data mart? Le principe c'est quoi? C'est proposer une vue qu'on va qualifier plus métier, plus réarrangée sur un volant de données pour satisfaire certains besoins. Pourquoi on a extrait des données du data warehouse pour en faire un data mart? C'est parce que, il y avait des problématiques de performance. Si votre métier, si vos utilisateurs attaquaient directement le data warehouse, il y avait des problèmes de performance. Et 2, il y a une problématique de représenter les données pour qu'elles soient intelligibles ou compréhensibles pour le business. Ces 2 problématiques, aujourd'hui, nous ont poussé à faire un stockage physique qui s'appelle data mart. Aujourd'hui, avec des solutions dites in-memory, avec des solutions provenant de tout ce qui est appliance décisionnelle, cette problématique de performance, à moins que vous ayez des volumétries très très importantes, est en train d'être mise en question. Et tout ce qui est représentation de données, vous allez pouvoir l'adresser avec d'autres typologies d'outils. Enfin, en gros, il suffit juste de représenter les données, mais pas physiquement, mais au moins logiquement, à base de vues, à base de virtualisation de données. Donc avec ces 2 principes, vous êtes en capacité potentiellement à vous abstraire de cette deuxième couche. Donc avant de construire un data mart physique, demandez-vous si vous n'êtes pas en capacité à l'offrir logiquement. Et pour aller plus loin dans cette démonstration, à la limite, on pourra remettre en question l'ensemble de ces couches. Pourquoi ne pas directement attaquer la production? Pourquoi ne pas avoir une approche de virtualisation complète? Ça, c'est un petit peu ce qui pend au nez du décisionnel. C'est vraiment des technologies qui commencent à arriver à maturité. Là, je lisais la presse récemment, il y a eu un rachat de Cisco de Composite Software qui va dans ce sens-là. Donc c'est vraiment la prochaine tendance que les architectures décisionnelles vont devoir adresser. Donc ça, c'est mon premier exemple de remise en question. Mon deuxième, c'est ce qu'on appelle le J+1. J+1 dans le décisionnel, c'est quoi? C'est la fraîcheur de vos données, la fraîcheur de données auxquelles vous allez accéder. Dans 90% des cas, c'est une fraîcheur à J+1. Ce n'est pas les données du jour, mais c'est les données de la veille. Pourquoi on a fait ça? Eh bien parce que c'était difficile d'accéder au système opérationnel pendant la journée, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas surcharger les systèmes opérationnels. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les système opérationnel était basé sur des nuits applicatives et on attendait la réconciliation de données en fin de nuit applicative pour véritablement opérer les extractions et franchir les différentes couches. Et la troisième raison, c'est que globalement, on ne savait pas identifier finement un événement ou une modification dans le système opérationnel. Aujourd'hui, la plupart de ces contraintes sont en train de tomber, principalement du fait que vos architectures aujourd'hui sont orientées services, sont orientées événements. Alors pas forcément pour l'ensemble des données, mais au moins pour une partie des données qui ont du sens pour vos utilisateurs, vous pouvez vous permettre, au même titre que vous mettez une application consommatrice qui dialogue avec votre système opérationnel, mettre vos systèmes décisionnels en tant que consommateur de certains événements, de certains services, pour avoir des données carrément complètement au fil de l'eau. Donc pourquoi ne pas utiliser ce type d'approche ? Et la prochaine fois qu'on vous demandera des données qu'on va qualifier d'intraday, posez-vous les questions si vous ne pouvez pas utiliser vos EAI, vos ESB et autres, tout votre middleware pour alimenter vos data warehouse,
pas forcément sur toutes les données, mais au moins sur une partie, quasiment en temps réel. Voilà pour ma première proposition de changement. Ma deuxième proposition de changement, elle se cache derrière One size does not fit all. Je ne crois pas, dans ces systèmes, à un système unique qui va vous permettre d'adresser tous les trade-offs que vous avez à gérer. Vous devez adresser des problématiques d'innovation, d'industrialisation, d'augmentation de la volumétrie, de time to market, de self-service. Tout ça avec une même architecture. Vous pouvez le faire, ça va être extrêmement douloureux pour l'ensemble de vos utilisateurs. Donc la démarche n'est pas forcément là. La démarche est plutôt de se dire, je vais identifier des grands cas d'usage dans mon entreprise et proposer une solution la plus adaptée à chacune. Alors si on parle de démarche par rapport à tout ça, l'objectif n'est bien sûr pas de mettre toutes les solutions du marché dans le catalogue, bien sûr. On a quand même des contraintes de rationalisation. Mais c'est bien de construire une sorte d'offre de service de 3 à 4 solutions qui vont permettre d'adresser les besoins de vos utilisateurs. Et quand je parle de solution, ce n'est pas qu'un software. Une solution, c'est une architecture adaptée, c'est un software adapté, ça va être pourquoi pas en mode projet, un process et des méthodologies adaptées qui vont être spécifiques à cette solution. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de représenter avec cette offre de service, où on est bien en train de se balayer dans les différents trous et on va construire son offre de service en partant d'un besoin, en choisissant un process, en choisissant une méthodologie. Pour rendre ça un peu plus concret, je vous propose de balayer ce que pourrait être une offre de service standard, c'est-à-dire où on va retrouver un ensemble de besoins assez classiques en entreprise. La première, justement, puisqu'on parle de standard, c'est ce qui se cache derrière le reporting de masse. Quand on veut faire du reporting de masse, c'est servir des informations avec un ensemble d'indicateurs. On parle de masse parce que c'est en général à destination d'une grande partie de l'entreprise, où on n'a pas forcément une problématique de requêtes très volumineuses. Et là, pour le coup, notre architecture classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'architecture à 2 niveaux, Data Warehouse, Data Mart, même si le Data Mart, par rapport à ce que je vous ai dit, peut très bien être logique, est une bonne solution. Et vous avez une gamme d'outils, que sûrement vous connaissez, qui est parfait pour répondre à ce besoin. Donc voilà la première solution qu'on pourrait mettre dans notre offre de service. La deuxième, c'est celle que j'appelle laboratoire. Là, on est plus sur des besoins qu'on va associer au machine learning, qu'on va associer au data mining, avec de la prédiction, de la segmentation, de l'analyse factorielle. Vous avez une gamme d'outils qui est bien connue. Et là, en termes d'architecture, on a 2 besoins à couvrir. Le premier, c'est une certaine liberté au niveau des utilisateurs qui vont demander des espaces de travail et qui vont demander la capacité d'intégrer des sources de données qui sont potentiellement extérieures au système décisionnel. Donc c'est ce qu'on peut faire, toujours sur une base du Data Warehouse qui reste le fournisseur de la majorité des données. Par contre, on va le compléter avec ce dispositif, avec un espace de travail partagé ou pas, qui va permettre à l'utilisateur de travailler. Troisième proposition de solution qui pourrait faire partie de notre offre de service standard, l'archivage en ligne. Quel est mon problème? Mon problème, c'est que j'ai des dizaines d'années de données à stocker. C'est difficile de le prévoir dans un data warehouse, dans une appliance de type Teradata, c'est trop cher. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le déporter. Et donc on propose au niveau architectural de quelque part dupliquer l'espace de stockage avec ce que je disais tout à l'heure, pourquoi pas un stockage de type Commodities Hardware, pourquoi pas une approche de type Hadoop, et autant aller jusqu'au bout de la démarche, pourquoi pas inclure MapReduce en alternative de votre ETL pour certains traitements. Ça peut être véritablement très intéressant. Voilà ce que j'ai appelé ma deuxième proposition de changement. Troisième proposition de changement, casser les murs. On a érigé, au moment où on a construit la notion de système d'information opérationnel et système d'information décisionnel, un mur entre les deux. L'un des gros problèmes de ce mur, qui existe encore aujourd'hui dans vos organisations, c'est que ça reste 2 mondes qui ne se parlent pas. Et la problématique, malheureusement, pour les gens qui sont plutôt côté système d'information décisionnel, c'est que côté décisionnel, on a pris du retard. On a pris du retard en termes de productivité, en termes d'industrialisation. On est très très loin des pratiques de développement logiciel de ce qui se fait côté opérationnel.
Donc il y a vraiment la nécessité de casser ce mur, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté et d'essayer de réimporter ces pratiques au sein de nos systèmes d'information décisionnelle. Encore une fois, 2 exemples. La première, centrée sur la politique de test. Donc, un harnais de test, on va dire, costaud, c'est ça. C'est test unitaire d'intégration fonctionnelle, test d'IHM, test de recette, test de performance. Quand je fais des audits ou quand je me balade sur un projet décisionnel, qu'est-ce que je remarque? Dans 90% des cas, j'ai des tests unitaires, j'ai des tests d'intégration, faits à la main, manuels. Chacun fait un peu ce qu'il veut, mais au moins ils existent. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et je vais retrouver le pendant côté métier, c'est-à-dire une approche sur les tests de recettes, qui est en général bien industrialisée dans nos DSI. Ma cible, c'est quoi? C'est les tests unitaires, tests d'intégration, autant que tout le monde les fasse un peu de la même façon, donc pourquoi pas utiliser un framework qui est là-bas, comme DBUnit. Ce framework va vous permettre ensuite de les industrialiser, donc pouvoir les rejouer à volonté. Rajouter des tests fonctionnels, pourquoi pas avec Fitness, et puis toujours dans une volonté d'industrialisation. Pourquoi pas les tests d'IHM, bien sûr ne pas mettre de côté les tests de recettes, et les tests de performance. Ça paraît invraisemblable. On est quand même sur des architectures haute performance, avec des grosses volumétries, et on fait très très peu de tests de performance. Il y a une nécessité, et il y a une session ce matin sur le sujet, d'industrialiser, d'automatiser les tests de performance. Ça paraît évident. Donc ça, c'est pour la politique de test. Le deuxième exemple, et c'est un peu quelque part la mise en branle de la politique de test, c'est ce qu'on appelle l'usine de développement ou software factory. Qu'est-ce que ça apporte une software factory? Ça apporte 3 choses. La première, c'est la productivité. Pourquoi? Parce que ça va vous fournir un standard. Parce que ça va automatiser un ensemble de tâches qui sont pénibles, où il y a peu de valeur ajoutée. Tout ce qui est déploiement, notamment d'un environnement à un autre. Ça va vous apporter de la qualité, puisque c'est l'outil qui va automatiser votre politique de test. Ça va vous permettre de rejouer des tests de non-régression à l'infini. Et enfin, c'est une approche qui facilite la coopération. Tout le monde partage un espace de travail. On a un cadre de travail commun. Alors comment on met en musique, parce que c'est bien beau sur un slide, à quoi ça ressemble une usine de développement dans le décisionnel? Ça ressemble à ça. Vous avez déjà un poste de travail où on va retrouver des frameworks propres au test, où vous allez retrouver des outils qui vont vous permettre notamment tout ce qui est modification de modèle. Une fois que vous avez développé, que le développeur a développé, il va pousser ça dans un gestionnaire de sources, pourquoi pas SVN, c'est open source, autant en profiter. Tout ça est branché sur un gestionnaire de build qui va vous permettre, c'est lui qui va automatiser toute la logique et déployer les sources quand vous en avez envie. Et la 4e brique de cette usine, c'est l'espace documentaire, tout l'espace de test, tout ce qui est ticket d'incident, tout ce qui est test fonctionnel. Là où ça commence à vraiment être puissant, c'est que automatiquement le développeur, une fois qu'il le pousse via cette chaîne, va pouvoir le déployer sur un environnement d'intégration continue. Et puis le métier, s'il le souhaite, et plutôt là à la demande, va déployer automatiquement ses assets sur l'environnement de recette, et ainsi de suite en production. Donc mettre en place ce type d'usine, c'est facile. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est tout le process. Voilà. Tous les traits que je vous ai tirés, c'est vrai, il faut quand même se pencher dessus et les faire de façon intelligente. La vraie difficulté de l'usine de développement quand on parle de décisionnel, c'est ça, c'est les jeux de test. C'est ça qui est problématique. Une fois que vous avez résolu cette problématique-là, vous allez avoir des gains très importants en termes de qualité. Et ça, c'était ma 3e proposition de changement. Ma 4e proposition de changement, c'est que Java est le nouveau paradis. Pourquoi Java est le nouveau paradis? Ce n'est pas de mon fait. C'est que la plupart des solutions aujourd'hui qui sont en train d'arriver derrière le courant Big Data ont été faites en Java. Quand on parle de NoSQL, quand on parle de Big Data, la plupart du temps, c'est Java qui se cache derrière. Petite illustration. Je vous laisse 5 secondes pour trouver l'intrus plutôt. Hop, personne. C'est MongoDB qui est fait en C++. Ce qui nous laisse quand même toute une galaxie qui est faite en Java. C'est quoi l'incidence quand vous travaillez? L'incidence, c'est qu'à l'installation, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas une vraie problématique, ça s'installe assez bien ces logiciels. Par contre,
quand vous allez vouloir tuner finement ces logiciels, quand vous allez vouloir les exploiter correctement, quand vous allez vouloir les intégrer aux autres briques de vos systèmes d'information, là vous allez souffrir si vous n'avez pas des compétences Java avancées. Donc il y a un véritable enjeu à adresser. Si vous voulez bien sûr utiliser ce type de solution, vous avez 3 choix pour les adresser. La première, c'est de se dire que ces solutions, en fait, c'est une mode. Pourquoi pas on a commencé à observer dans les DSI des centres de compétences spécifiques pour ces outils qui se montaient à côté de ce qu'on appelle les BI Competence Center. Donc c'est un choix. Par contre, voilà, il y a d'autres gens qui vont faire le travail à votre place. Donc ça, c'est vraiment pas une alternative crédible. La première alternative crédible, c'est voir ça comme une opportunité. Monter en compétences, profitez-en. Il y a des nouveaux jouets, entre parenthèses, que vous pouvez utiliser. Et tous ces jouets, concrètement, vous allez pouvoir potentiellement les intégrer à votre offre de service. La deuxième, c'est la politique de la temporisation. C'est de se dire qu'il y a des gens qui vont le faire pour vous. Il y a des gens qui vont mettre une couche d'abstraction au-dessus de cette complexité. Et quelque part, ce n'est pas forcément un mauvais choix. Par contre, il va falloir être prêt à payer, parce que ce n'est pas un service gratuit. Et c'est un service qu'aujourd'hui proposent les acteurs du marché. Si on prend, on va dire, les grands acteurs du stockage et de la manipulation de données, ils ont tous des connecteurs vers toutes les bases NoSQL du marché, à peu de choses près, voire certains ont un noyau qui est une distribution Hadoop, c'est-à-dire qu'ils intègrent concrètement cette solution déjà chez eux. Donc quelque part, ils vous cachent cette complexité. Par contre, ce n'est pas gratuit. Ce qui est important quand même, ce qui est notable sur ces slides, c'est que je pense que c'est la première fois que sur un domaine de pointe, l'innovation n'est pas portée par les éditeurs. C'est-à-dire qu'ils sont en position de suiveur par rapport aux gens qui ont mis en place ce type de solution. C'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir. C'est-à-dire que vous allez payer quelque part une innovation qu'ils n'ont pas apportée. Ce qui est vrai pour les outils de manipulation de données, de gestion de données, est vrai sur la partie reporting, où ils vont tous être compatibles en général avec HDFS, qui est le système de distribution de fichiers de Hadoop. Ils vont aussi se mettre à niveau sur Hive, qui est le requêteur, on va dire, aujourd'hui encore privilégié sur Hadoop. Et pour les outils qui sont plus orientés sur tout ce qui est data mining, enfin statistique, ils vont même être en capacité à faire du scripting MapReduce. Donc concrètement, cette stratégie, quelque part d'attendre, est possible. Ça, c'était ma 4e proposition. 5e proposition. Un data warehouse agile, c'est possible. Alors pourquoi c'est possible? On est sur des projets pluriannuels, avec une satisfaction utilisateur qui n'est pas au rendez-vous, avec la construction d'un data warehouse qui est, si vous y réfléchissez, c'est du stock. C'est-à-dire potentiellement, vous ne savez pas si les données vont être utilisées. Donc vous avez le terreau idéal pour tester ce type de méthode. Ça, c'est mon premier argument. Mon deuxième, c'est que, plutôt au sens octo, on n'a pas encore trouvé de projet véritablement où l'agile était une mauvaise idée. Donc voilà, ça n'engage. Pourquoi pas essayer? Troisièmement, et là je suis encore un peu plus confiant, c'est qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Alors c'est vrai qu'il faut franchir la Manche, il faut franchir l'Atlantique pour retrouver ces personnes-là, mais elles le font. Et c'est ce que dit le Data Warehouse Institute, donc, qui a publié ces statistiques. Qu'est-ce qu'elle dit, ces statistiques? Déjà que près de 3/4 des entreprises, que ce soit aux USA ou que ce soit en Angleterre, utilisent les méthodes agiles sur leurs projets décisionnels. Et même 40% de ces entreprises l'utilisent sur la plupart de leurs projets. Deuxième statistique intéressante, pourquoi elles le font? Elles le font parce que ça propose des résultats intéressants, que ce soit en termes de productivité, que ce soit en termes de qualité de logiciel ou que ce soit en termes de satisfaction utilisateur. Vous avez entre 40 et 55% d'amélioration. Donc je pense que ça mérite d'essayer. La seule statistique qui est mi-figue mi-raisin, mais je dirais qu'il ne faut pas trop s'alerter parce qu'on a la même problématique sur les projets classiques qu'on réalise en Agile, c'est que le gain en coût, il n'est pas évident à prouver. À moins de faire les 2 projets en parallèle, je pense que montrer un gain en coût sur les méthodes agiles est vraiment difficile.
Donc ça a du sens. La question est comment y aller. Et malheureusement, ça nécessite une petite adaptation. Le sujet est assez complexe en fait. Enfin, voilà, il faut le temps de s'y mettre. Il me faudrait, je pense, une session pour vous en parler, de savoir comment on peut démarrer, comment ça s'adapte à l'agile. Alors, pour ne pas vous laisser tout seul et sans guide, je vous recommande au moins 3 pointeurs qui peuvent être intéressants si vous voulez démarrer demain. Donc, Agile Data Warehousing, qui est un livre qui va projeter Scrum sur la construction d'un entrepôt de données, qui est intéressant, moins sur tout ce qui est découpage de story. Refactoring Database, qui est obligatoire si vous voulez faire de l'agile. Si vous n'êtes pas en capacité à faire évoluer votre modèle rapidement, alors que le modèle est au centre de la problématique du décisionnel encore aujourd'hui, je pense que ça va être très compliqué. Et le 3e point, c'est Agile Data Warehouse Design. Là, on est plus sur la conception globale, la conception détaillée et des façons de modéliser et des façons collaboratives, surtout d'arriver à ce modèle. Donc avec ces 3 outils, je pense que vous êtes déjà en capacité à essayer. Ça, c'était ma 5e proposition de changement. 6e proposition de changement, les statistiques, c'est chic. Pourquoi je parle de statistiques? Alors, c'est un abus de langage. C'est pas les statistiques, c'est le data mining, c'est le machine learning. Ça, c'est des choses qui sont chic. Le ROI de vos projets décisionnels ne se situe pas dans le reporting de masse. C'est pas là que vous allez générer de la valeur. C'est pas là que vous allez vous y retrouver. C'est sur ce type d'approche, c'est dans les statistiques, c'est dans le machine learning, c'est sur ce type d'approche que vous allez pouvoir rentabiliser votre investissement. Donc il est nécessaire d'y aller. Et pour y aller, un des éléments qui paraît vital aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le data scientist. Alors qu'est-ce que c'est un data scientist? C'est un mouton à 5 pattes, c'est la dernière invention, on va dire, des grands cabinets, parce que c'est quelqu'un qui va cumuler quand même 3 types de compétences pas évidentes. Déjà, une connaissance du métier. C'est quelqu'un qui doit maîtriser son métier, qui doit bien sûr du coup définir quelle stratégie d'analyse je vais pousser, qui va pouvoir identifier quelles sont les bonnes sources de données. Ensuite, c'est quelqu'un qui est féru de mathématiques et de statistiques. Il doit comprendre à quoi servent les algorithmes. Il doit être en capacité surtout, parce que c'est bien de choisir un algorithme, mais surtout c'est l'affiner. Ça va être bien le configurer. Et c'est là que vous vous apportez de la valeur. Enfin, compétences dans les systèmes d'information pour préparer les données, sur la qualité de données, sur tout ce qui est outils et langage pour développer. On parle de R, de Python, de Perl, de MapReduce. Voilà, il faut commencer à monter en compétence sur ce type d'outils. Les fameux grands cabinets qui parlent des data scientists précisent que c'est un job où il y a eu une croissance de 6500% en un an en termes de demande. On estime qu'à 2020, il faudra 1 million de data scientists dans le monde. Donc on a peut-être trouvé une solution au chômage. Si vous me dites que vous avez déjà tous les statisticiens qu'il vous faut, j'ai quand même une proposition de changement à vous faire, qui est celle-là. Vous avez un outil qui est arrivé sur le marché, qui s'appelle R, qui se pose véritablement en concurrent de SAS. SAS, c'est un logiciel que vous louez depuis des dizaines d'années, qui coûte très cher, qui fait le job, mais que vous louez, et qui coûte cher. R se positionne sur, on va dire, la gamme SAS de base, pas sur l'ensemble de la gamme, mais surtout les travaux statistiques notamment. Et c'est une vraie alternative. Et la petite histoire, c'est que R est rentré un petit peu comme SAS l'a fait, c'est-à-dire c'est propagé à grande vitesse dans les universités. Dernière proposition de changement. Si vous n'avez pas de problème, ne changez rien. Alors, c'est pas une proposition de changement. Alors, en fait, si. Ça, c'est une phrase qu'utilise Octo quand on présente les méthodes agiles. Si vous n'avez pas de problème, ne changez rien. Par contre, il y a de grandes chances que si vous m'avez demandé de venir vous parler des méthodes agiles, c'est que vous aviez un problème. Donc, si vous n'avez pas de problème, c'est que vous êtes en paradis, c'est que vous êtes en enfer, c'est que vous n'avez pas suffisamment cherché. J'étais chez un client récemment, je faisais un audit là-bas, je vois le responsable du décisionnel qui m'explique mes utilisateurs sont globalement satisfaits, il y a de moins en moins d'incidents. Franchement, on est en pleine amélioration. Je vais voir ces utilisateurs qui m'expliquent que ça fait 1 an qu'ils n'utilisent plus le système parce qu'il est trop lent, qu'il n'est pas complet. Donc il y a quand même une petite différence de point de vue. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et le métier, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter des outils. Il va développer sa propre infrastructure, faire un petit data mart, faire un petit data warehouse. Mais le plus grave dans tout ça, c'est pas forcément ça, puisque quelque part, ça répond à son besoin. Le plus grave,
c'est qu'il commence à vous contourner, c'est-à-dire qu'il commence à trouver d'autres solutions pour répondre à son besoin. Donc il y a véritablement nécessité à restaurer un climat de confiance. Et ça passe par quoi? Ça passe par notamment ce qu'on appelle le Gemba au sens lean, c'est-à-dire aller sur le terrain, aller parler à vos utilisateurs. Alors bien sûr, parler à vos utilisateurs, c'est bien gentil, mais il faut s'appuyer sur des aspects factuels. Et je pense qu'on est là sur quelque chose dont le bas blesse tout le temps, c'est ce qu'on appelle la mesure. Vous ne pouvez améliorer que ce que vous mesurez. Si vous avez été à la session de Ludovic 5.1 ce matin, c'est un des patterns du grand du web. Il faut mesurer l'activité de vos utilisateurs sur les derniers rapports que vous avez livrés, mesurer l'habitude de vos utilisateurs. Et c'est sur cette base-là que vous allez pouvoir construire une boucle d'amélioration avec lui, c'est-à-dire faire du Kaizen au sens lean. Vous allez pouvoir améliorer vos assets. Et ce n'est pas uniquement se limiter aux assets techniques que vous livrez à vos métiers, c'est aussi commencer à partager avec lui, c'est restaurer de la confiance, ça va être de remettre en cause avec lui certains principes, certaines règles qui n'ont plus lieu aujourd'hui, ça va être de lui donner de l'autonomie. Donc pour utiliser un mot plus hype, on parle de self-service BI. Bref, c'est toutes ces petites choses, c'est ces améliorations qui feront que vos systèmes décisionnels vont devenir véritablement un asset important pour votre entreprise, c'est-à-dire devenir véritablement un système d'aide à la décision. Pour conclure, je vous propose de résumer très rapidement les différents points qu'on vient de balayer, sous forme de takeaway. Premièrement, s'adapter ou mourir. La prochaine fois que vous designez un système décisionnel, si votre architecte vous dit « on fait comme ça d'habitude », essayez de faire autre chose. Deuxièmement, one size does not fit all. Si vous ne voulez pas que les métiers ou que des gens commencent à mettre des systèmes en parallèle du vôtre, construisez une offre de service pour répondre aux grands besoins de votre entreprise. 3, cassez les murs. Allez voir ce qui se passe à côté de vous. Allez voir la cellule Java qui vous explique comment fonctionne une software factory. 4, Java est le nouveau paradis. Encore une fois, deux postures. Soit vous en profitez, c'est une opportunité, dotez-vous des compétences, formez-vous, recrutez, c'est une opportunité pour vous, soit faites-le faire par les éditeurs qui ne s'en priveront pas à partir du moment où vous êtes prêt à payer. 5. Un data warehouse agile, c'est possible. À moins que vous vous sentiez inférieur par rapport à un anglo-saxon, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas commencer demain. 6. Les statistiques, c'est chic. C'est là que se situe le ROI de vos projets, ce n'est pas dans le reporting de masse. Donc, quel que soit votre métier, vous devez vous lancer sur du machine learning, sur du data mining. Et enfin, si vous n'avez pas de problème, c'est que vous n'avez pas assez cherché, sinon je suis à votre disposition pour vous enregistrer au Guinness Book des records. Je vous remercie de votre attention.